Bonsoir à tous. Merci d'assister à cette troisième table ronde de la journée qui s'intitule « Comment les chaînes YouTube et les podcasts cinéma réinventent la critique cinéma ». J'ai comme invité avec moi Luc Lagier, qui du coup s'occupe de l'émission Blow Up sur Arte, qui est visible sur YouTube et sur le site d'Arte. On a aussi Tom Marty, qui lui présente son émission La Séance de Marty. Son émission est visible sur Vimeo et sur YouTube. Et enfin, François Barge-Prieur, qui lui est aux Fiches du cinéma en tant que rédacteur et président de l'association, et aussi qui présente son émission Le Bon Plan. Je pense que du coup vous parlerez mieux que moi de vos différents travaux, donc je vous laisse compléter ces présentations. Allez-y. Je vais peut-être commencer. Vous parlez peut-être de Blow Up. Alors oui, Blow Up c'est né en fait ça. Les gens pensent que c'est à la fois à l'antenne d'Arte et sur le web. Non, c'est que sur le web. C'est un projet qui émane d'Arte, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de mon producteur à Caméra Lucida. Moi je travaillais beaucoup avec eux sur des documentaires où j'avais fait Court Circuit à l'époque, j'étais rédacteur en chef de l'émission sur l'antenne. Et ça faisait très très longtemps que Michel Reillac voulait faire une émission, Michel Reillac était chargé de la partie cinéma, voulait faire une émission de cinéma sur Arte. Ça fait longtemps qu'on en parle, il y a plein de projets qui ont été écrits. Quelques argent qui ont été dépensés pour pas grand-chose, parce que ça n'a jamais pu se concrétiser à l'antenne. Et donc les gens du web, de manière assez maligne, ont dit, bon, bah, il faut peut-être l'essayer sur le web. Donc ils l'ont essayé sur le web. Et ils m'ont demandé de réfléchir à ça. Moi ça tombait bien, la forme courte m'intéressait de plus en plus. Trouver des petits formats assez rapides, de façon presque zapping, pour parler de cinéma, je trouvais ça intéressant. De prendre presque ce qu'il y a de pire dans la télévision ou Internet, c'est-à-dire la rapidité, et en faire quelque chose d'intéressant, parce qu'en fait, au fond, moi, j'aime ça. Le zapping, la rapidité, essayer de dire le maximum de choses en 6 minutes, 7 minutes, je trouve ça drôle. Je trouve que c'est loin d'être superficiel finalement. Et donc, c'était un peu ça le principe que je leur ai tout de suite donné en disant, bon, on va faire des choses que vous attendez de nous, mais on va le faire de manière cinéphile. Donc, l'idée est née en novembre 2010. Donc moi, dès le début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plein de vidéos sans les poster. J'ai travaillé pendant 1 mois et demi en faisant des vidéos sur David Bowie, sur Jacques Demy, sur plein de trucs, De Palma, etc., etc. Ce qui fait que dès le début, quand on a ouvert le site, les gens ont été un peu noyés de vidéos. Ça fait un peu riche, on va dire. Il y avait des vidéos complètement ratées, quand je la vois aujourd'hui, c'est pas possible. Et en même temps, il y avait 2-3 trucs pas mal, et puis surtout, c'était un peu la citation. Quand je revois les premiers sujets de blog, il y a donc 9 ans, je me dis qu'à cette époque-là, on ne citait pas beaucoup les choses frontalement. Et il y avait un intérêt de citer, j'avais fait un Jacques Demy en 10 petites madeleines, déjà les petites madeleines de blog, mais c'était, quand je le revois aujourd'hui, en termes de texte, c'était une demi-page, ça n'avait aucun intérêt dans ce que je racontais, simplement je choisissais des extraits et je les montrais. Et les gens aimaient ça. Et alors, évidemment, ça s'est popularisé, je n'étais pas le seul à le faire, hein, mais l'idée quand même de la citation, elle n'était pas si fréquente que ça en 2009-2010. On voit bien que le web et la liberté du web a été progressive, et aujourd'hui, effectivement, je ne peux plus me contenter de citer, de faire 2 points entre les guillemets. Donc j'essaye de faire des colliers de nouilles autour de thématiques, etc., et puis de remodeler ma mémoire pour la rendre, j'espère, de manière charismatique aux gens et donner aux gens envie de voir des choses. Mais l'idée c'était ça, c'était de se dire, bon ben voilà, on va avoir accès à toutes les mémoires du monde, puisqu'on nous promet qu'Internet, c'est toutes les mémoires du monde, ce qui est vrai. Donc j'ai tout de suite dit, alors 2 choses. Est-ce que vous m'autorisez à prendre tout ce qui existe dans le domaine du cinéma? Est-ce qu'on paye les droits ou pas? Si on devait payer les droits, on n'aurait pas pu faire l'émission. Donc ils nous ont dit oui, vous faites de la promotion du cinéma, donc nous allons nous cacher derrière cet argument. Donc on est une émission d'actu, même si c'est l'actu parfois ancienne. Et ça a marché, puisqu'on n'a jamais eu vraiment beaucoup de problèmes avec les ayants droit. Les ayants droit sont d'accord, tacitement. Et l'idée c'était de dire pas d'entretien. Pas d'entretien avec les acteurs, pas d'entretien avec les producteurs, pas d'entretien avec les cinéastes, pas d'image. Imaginons que l'archive, et c'est vrai que l'archive suffit. Et quand je dis archive, c'est pas un bon mot, les films suffisent, les extraits suffisent. Donc faisons, à quelques exceptions près, une émission de cinéma qu'avec des images, des photos, de la typo. Au début, il y avait beaucoup de typo dans Bleu. L'idée, c'était de se dire, voilà, vous avez beaucoup de noir, un peu de typo qui venait sur du noir, une photo qui venait sur du noir. L'idée, c'était d'être branché dans la mémoire d'un cinéphile. Et donc le noir était un petit peu le cerveau, et de ce cerveau naissait par la voix une image assez rapide de René, de Godard, je ne sais quoi, Nicolas Winding Refn ou d'autres.
Et donc c'était ça le début, et ça a marché assez rapidement. Moi, j'ai beaucoup fait de choses qui n'ont jamais marché, et notamment les documentaires que j'ai fait pour Arte, ça n'a jamais vraiment marché. Court-circuit sur Arte n'a jamais été une émission beaucoup vue. Elle était appréciée, mais elle n'était pas vue. Et je ne sais pas si aujourd'hui elle est encore, ou elle est, je ne pense pas qu'elle soit très vue. Et les blogs, à l'échelle d'Arte et du web, ça a marché. Ça a marché parce qu'on a pris les codes du web, on a pris les codes, voilà, et puis on s'est amusé. Moi, j'ai toujours fait les choses, toujours sérieusement, mais avec un sourire dans l'œil. Et donc ça, je pense que, d'ailleurs, souvent, quand j'enregistre, quand je dis aujourd'hui l'évidence de l'évidence, etc., selon la formule consacrée, bienvenue dans un monde parfait, je fais presque exprès aujourd'hui de le dire avec un petit sourire qui s'entend de plus en plus dans la voix, parce que tout ça, rien n'est grave. On peut parler du cinéma de René, on peut parler du cinéma de Godard, on peut parler du cinéma de Bergman, qui sont du cinéma parfois très déprimants, etc., dans le sens du terme. Mais tout ça, voilà, rien n'est grave, on le fait avec le sourire. Voilà. Allez, Tom. Alors, moi j'ai une émission sur YouTube qui s'appelle L'Essence de Marty depuis 4 ans, où il n'y a pas vraiment de concept posé. Enfin, moi je sais quand je me suis lancé que je voyais qu'un peu certains de mes vidéastes préféraient tourner en rond dans leur propre sujet, donc je voulais absolument aucune barrière, que ce soit pas genre comme je vois Nexus 6 qui parle que de science-fiction ou le Fausseur de film qui parle que de cinéma de genre. Moi je me suis dit je vais être libre de faire ce que je veux quand je veux et de ne pas me prendre la tête. Donc je pense que le principe de ma chaîne, c'est plus vendre ma sensibilité plus que mon expertise, parce qu'à cette table, c'est moi qui ai le moins de culture cinématographique, je pense. Donc la vraie plus-value de ma chaîne, c'est ma sensibilité, mon montage, le travail, ce que j'ai pu apprendre à mon école de communication visuelle, parce que je suis graphiste à la base, illustrateur. J'ai commencé à faire du dessin, mais ça n'a pas marché du tout. Les gens ne comprenaient pas que c'était moi qui dessinais, des fois. Donc, et puis les gens se plaignaient que... Enfin, à l'époque, il y avait un visuel à dessiner. Au tout début, il y avait une mascotte. C'était horrible, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et je tournais en rond avec ce principe-là. C'était beaucoup de travail pour pas grand-chose, donc j'ai décidé d'arrêter. Après, il n'y avait plus qu'un seul visuel très dessiné, très travaillé. Et puis, il y avait les images du film dans une fenêtre. Et les gens disaient dans les commentaires « Ah, c'est génial, c'est dommage qu'on ne voit pas mieux l'image. » Donc bon, j'ai dit, bon, j'ai viré parce que je me suis dit, c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que les gens ne comprenaient même pas que c'était moi qui faisais les dessins. Donc j'ai dit, bon, on va économiser du temps. Et après, au tout début, c'est vrai que j'essayais de coller à l'actualité. Mais en fait, le temps que je vois le film, que je dessine, que j'écrive et que je monte, le film ne faisait plus du tout partie de l'actualité. Donc j'ai décidé au bout d'un moment de virer et le dessin et de virer l'actualité. Donc maintenant, je parle du film que je veux, quand je veux. Et à l'instar de Blow Up, je pense que la marque de la chaîne, c'est de faire aucun compromis sur le temps, sur la durée de la vidéo. Et même quand les gens me disent c'est bien, mais c'est un peu court, ça m'excite et ça m'incite à faire encore plus long. Voilà. Donc le principe de la chaîne, c'est de prendre vraiment le temps si j'ai vraiment envie de le mettre, voilà, j'essaie d'élaguer au maximum, mais tout ce que je garde dans les vidéos, même quand elles font 40 minutes, c'est vraiment que j'ai envie de le dire. Donc voilà. Merci. Très bien. Que dire? Si je rebondis juste sur un truc que tu viens de dire avant c'est qu'il y a une série qui s'appelle Le cinéma de Monsieur Bobine. Oui. Qui fait un truc où tu vois un bonhomme et un écran, oui. Et donc les images sont projetées dans un écran. Moi, c'est juste pour dire, je sais pas si on leur dit aussi que les images sont trop petites ou pas. Mais non, mais c'est ça me dit en tête. C'est une bonne chaîne. Oui, c'est très bonne chaîne. Non, mais j'ai fait donc je suis effectivement président des Fiches du cinéma, donc qui est une revue de cinéma, mais je vais peut-être plutôt là parler de l'émission que j'ai faite. Pour le coup, elle est terminée, elle est encore un peu exploitée. Je vais expliquer un peu le parcours. J'ai fait une émission qui a commencé en 2014 qui s'appelle Le Bon Plan. Donc mon parti pris il est en fait différent des deux autres, même si on a tous les trois en commun de ne pas apparaître à l'image. Ça c'est à chaque fois des analyses où il y a de la voix off qui vient décrypter des scènes. Moi c'est vraiment sur de la mise en scène pure et dure. Alors évidemment, mise en scène pure et dure, on peut faire 2 semestres dessus pour savoir ce que c'est que la mise en scène pure et dure, mais en tout cas, disons vraiment sur un détail de mise en scène dans un film. Donc moi c'est très très ciblé, ça ne joue jamais sur plus de 3 ou 4 minutes l'explication générale, avec des effets assez classiques, beaucoup d'arrêt sur l'image s'il y a besoin, de rembobinage, enfin des effets assez simples en fait de montage, très sobres, et qui ont qu'un objectif que je me suis fixé, c'est effectivement essayer de mettre en lumière alors c'est pas forcément une prouesse, ça peut être au contraire des choses très subtiles qu'on verrait pas forcément du premier coup. À l'inverse, ça peut aussi être des effets spéciaux bien faits, par exemple Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il y a un effet absolument fou
à un moment qui est vraiment pas facile à comprendre. Je veux dire, il faut vraiment l'étudier pour voir comment il a été fait. J'ai même fait venir le DVD des États-Unis pour être sûr dans les bonus que c'était bien comme j'avais compris. Donc voilà, ça peut aller du décryptage d'effets spéciaux à plus de la mise en scène, de la grammaire cinématographique, comment une séquence est construite, comment elle est découpée, pourquoi elle est filmée comme ça, enfin vraiment des questions assez simples. Et moi aussi je rejoins ce que tu disais Luc, avec toujours un souci, alors non pas de faire rire ou d'amuser, mais en tout cas, comment dire, une approche qui est basée sur le plaisir. Et moi je me permets de te dire, cher Tom, qu'il n'y a pas de comment dire, de hiérarchie dans la cinéphilie ou dans les connaissances. Enfin, justement, je pense que pour avoir vu pour le coup des exemples de vos deux émissions, je pense que ce qu'il y a de commun, et c'est ça qui est bien, on en parlera peut-être plus en détail après, mais c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir tout vu ou de tout connaître ou d'avoir tout théorisé ou d'avoir fait des études très longues en cinéma ou pas, enfin, pour pouvoir comprendre le plaisir qu'il y a à faire un film et surtout en fait décrypter le plaisir qu'on a nous, spectateurs, à recevoir un film, quoi. Et juste comprendre que si un effet marche, enfin, ou si un film marche, nous touche, que ce soit un film d'action, un blockbuster ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il a été bien pensé, il a été bien fait. Et ça, je pense que tout le monde est capable de le comprendre. Voilà, donc je pense qu'on a ça en fait en commun, c'est de pouvoir partager un plaisir de spectateur. Voilà. Et ça fonctionne. Et j'ajouterais juste un petit truc, c'est j'ai fait 1 ou 2 épisodes spéciaux pour les enfants. Je fais aussi pas mal d'interventions où je décrypte des scènes en salle avec les jeunes publics. Et en fait, j'aime de moins en moins la distinction parce que des fois on me dit mais est-ce que ton truc est fait pour les jeunes, pour les moins de 12 ans ou pour machin. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est exactement la même chose. La seule chose que je vois comme différence, c'est un jargon, ou, enfin je dis pas qu'il est inutile, hein, mais un lexique universitaire qu'on maîtrise ou qu'on ne maîtrise pas, des termes techniques que les jeunes, très jeunes peuvent ne pas encore avoir. Et en termes de ressenti, j'ai remarqué que dès 8-10 ans, enfin même les plus jeunes, en fait, les gamins sont extra lucides, voire même des fois ils formulent mieux que nous. Hein, ce que nous, vieux théoriciens éventuels du cinéma, on pourrait mettre 4 pages à expliquer, ils vont avoir une formulation à la fois très enfantine et très lumineuse pour sentir les choses. Alors ce ne sera pas le bon mot parce qu'ils ne savent pas encore ce que c'est qu'un raccord, enfin il y a des termes qui leur manquent, mais les idées sont transmissibles. Voilà, donc moi je milite pour faire tomber un peu les barrières et je pense que tant qu'on parle de cinéma avec amour et intelligence, ce sera reçu de la même façon. Du coup, est-ce que cette question du public, elle vous anime quand vous faites vos vidéos? Est-ce que vous pensez pour le public? Parce que vos vidéos, elles sont quand même sur des contenus internet qui sont visibles donc par un certain nombre de gens. Il y a les likes, les dislikes, les commentaires. Est-ce que ça vous influence finalement du coup quand vous faites vos contenus? Est-ce que vous avez changé des vidéos pour ça, par exemple? Comment ont évolué vos formats en fonction de ça? Ou est-ce que ça vous influence pas du tout? Moi, ça m'influence énormément parce que je lis tout ce qu'on commente sur le site. Alors nous on est à la fois sur YouTube et sur le site d'Arte. Il y a très peu de commentaires sur le site d'Arte, donc c'est moins vu sur le site d'Arte que sur YouTube. Et si on rajoute Facebook et Twitter, il y a plein de façons de voir comment les gens reçoivent votre travail. Moi ça m'arrive de faire des erreurs. J'ai toujours pensé que dans la mémoire, Bénur, la fameuse scène de char était tournée, censée se passer au cirque Maximus à Rome, ce qui n'est pas le cas. Et c'est vrai, quand j'y réfléchis, c'est une bêtise. Donc ça, c'est dit par un internaute. Effectivement, à moi de le changer, alors, pas immédiatement, mais en tout cas d'essayer de gommer ça. Quand quelqu'un ne comprend pas, je me dis toujours que c'est ma faute. Je suis obsédé par l'idée que tout le monde doit comprendre ce que je raconte au même moment. Que ce soit dans un bouquin, dans une critique papier ou en vidéo. Donc je ne pense pas que c'est un abruti, etc., etc. Je pense que c'est moi qui fais une erreur. Les seules critiques dont je ne tiens pas compte sont les critiques de quelqu'un qui peut refuser quelque chose et qui va commenter que je connais, etc., pour d'autres raisons. Sinon, l'internet que je ne connais pas ou la critique négative, je la prends en compte. Et surtout, je fais très attention quand je dis du mal d'un film, quand j'ironise sur un film. Je le fais avec plus d'élégance, je pense, aujourd'hui qu'avant. Je ne vais pas me mettre à détruire un film en une phrase au milieu de plein de films mis en avant. J'aime pas Cinéma Paradiso, pourtant je l'ai souvent cité, et je l'ai parfois cité en disant que j'aimais pas ce film. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que je ne veux pas en haut de mon panthéon. C'est une autre façon plus élégante, je trouve, parce que je ne suis pas là pour détruire la vidéo de 20 minutes en une petite phrase assassine, qui me fait plaisir à ce moment-là, mais qui n'a pas grand intérêt. Donc moi, je prends en compte, mais absolument que j'espère que tout le monde aime mon travail. C'est pas le cas.
mais c'est le but que je me fixe. Donc l'avis du public, l'avis des gens, mais c'est fondamental. Moi je fais pas ça pour citer, mais moi quand je fais un truc sur le métro au cinéma, quand je fais un truc sur la piscine au cinéma, il se trouve que mon top 5 n'est pas le top 5 des 5 scènes préférées. J'en ai 50 des scènes préférées. Je fais attention de construire quelque chose qui existe. Avec dans mon top 5, dans mon numéro 5, quelque chose qui introduit l'idée de liste, qui se finit bien pour bien passer mon générique. Enfin, il y a aussi toute une notion de mettre en scène un petit sujet de 20 minutes qui a une vie, qui a un rythme, qui a des battements de cœur. Donc ça veut dire que sur la piscine, je ne vais pas finir par le lauréat, alors que c'est mon film préféré par rapport à la piscine, je vais finir par autre chose, je ne sais même plus par rapport à quoi je finis. Donc moi je prends vraiment en compte tout ce que les gens racontent et j'essaie d'intégrer. Et puis comme c'est un système de liste et de mémoire de cinéma, Blow Up, évidemment je suis parfois aidé par les gens qui commentent. Moi je refais souvent mes vidéos, je fais souvent des vidéos 2.0 sur la piscine, sur d'autres thématiques, sur l'urine que je viens de poster, j'avais fait 2 fois, parce que j'avais fait en 2013 et que c'était très obsolète. Et donc les commentaires des gens en 2013 m'ont aidé à le faire mieux. Donc oui, bien sûr, c'est très utile. Je ne suis pas moi dans une tour d'ivoire à me dire je fais les choses comme je le veux et après je le donne. Non, pas du tout. C'est plutôt ça reste subjectif, ça reste très personnel, mais avec un souci assez obsessionnel de vouloir plaire au plus grand nombre, voire à tout le monde. Alors, l'avis du public, oui, il est important, mais enfin, moi, je fais par exemple une audience comme Blow Up, donc du coup, on est une plus petite communauté. Et puis, ça se passe bien, il n'y a pas vraiment de... Non, enfin, honnêtement, je fais des vidéos pour moi. Je fais des vidéos qui me font kiffer, et puis après, les gens, ils suivent ou ils suivent pas. Par exemple, quand j'ai dit que j'allais faire Le Roi et l'Oiseau, il y a plein de gens qui m'ont dit « Génial, on n'en a pas assez parlé, trop cool, vas-y, fonce ». Et là, depuis que j'ai annoncé La Guerre des Mondes, tout le monde fait « Et moi, ça m'anticipe encore plus, enfin, ça me booste encore plus à le faire. Quoi. Donc j'ai 2 fois plus envie de montrer La Guerre du Monde que Le Roi et l'Oiseau. Donc après, les gens ils reçoivent ou ils ne reçoivent pas, mais si un truc vous avez fait frissonner dans un film, quel que soit ce que les gens vont dire avant ou après, bon, moi c'est ça que je vends. Après oui, les commentaires sont importants, mais comme je le dis, il n'y a pas beaucoup de passages sur ma chaîne, donc ça va, c'est bienveillant. Il n'y a pas des gamins de 14 ans qui viennent mettre first, tout ça, donc c'est pas ce qu'il faut faire pour l'instant. C'est ce qu'on te souhaite. Oui, c'est ce que m'a dit Durandal, il a dit c'est bien, il y a un truc il me disait, ouais, moi j'ai la nostalgie de quand on était 10 000, parce qu'on était entre nous, et tu savais quand tu recevais un commentaire, que tu avais une notif, tu savais que ça allait dire un truc pertinent, qui était là, pas mis par hasard, donc peut-être, bon, j'espère que ça va décoller pour moi, mais pour l'instant, je sais que quand je reçois une notif, je suis content d'aller la lire parce que je sais que ça va pas être. Quand on est submergé de contenu, de messages, de machin, bon, au bout d'un moment, c'est plus marrant, quoi. La partie section commentaires, like, dislike, au bout d'un moment, les like, dislike, ça veut plus rien dire sur YouTube. Vous allez sur le Fossoyeur de film, une vidéo qui est brillante, génialissime, elle va avoir 140 likes, 140 dislikes. Donc, voilà, après, le ratio, au bout d'un moment, il finit par se voir. Mais. Je sais pas, moi je me préoccupe pas trop de mes dislikes, ni de mes likes, je suis surtout content des commentaires, parce qu'il y en a qui sont super pertinents, et des fois des gens, on devine dans les commentaires, ils ont 20 fois plus de culture que vous, donc au moins on essaie de pas les décevoir, c'est sûr, mais honnêtement, moi je fais mes vidéos pour moi. Moi je vais faire court parce que vous avez dit beaucoup de choses, mais moi je fais des vidéos quand même vraiment dans le but d'expliquer quelque chose. D'ailleurs on me l'a aussi reproché que c'était un peu... C'était pas assez fun, je sais pas, je ne cherche pas du tout le fun, enfin je cherche pas non plus à être chiant, hein, sinon... Mais je veux dire, donc moi j'ai vraiment une sorte de démonstration à faire de quelque chose, donc évidemment, comme Luc, si ça passe pas, je me dis que c'est ma faute. J'ai aussi, ça m'est arrivé de me faire retoquer, et en général quand on se fait retoquer c'est violent en plus de ça par les commentaires, parce qu'évidemment il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent évidemment au cinéma, puis quand on aborde un film, par définition, il y a toujours un spécialiste plus connu que nous, enfin qui s'y connaît mieux, donc potentiellement il faut quand même garder en tête qu'on peut se faire retoquer un peu sur tout, ça donne une bonne dose d'humilité aussi. Mais les quelques fois que je me suis fait retoquer, c'est soit parce qu'effectivement, comme toi, je mettais un bémol sur un film, même si c'était un bémol léger, hein, mais sur un Indiana Jones, j'ai fait remarquer que à un moment, il fait creuser, je sais pas, il découvre une tombe là, dans le premier, et puis en fait, c'est tous les autres qui creusent, et puis lui, il est tranquille, au coucher de soleil, et sa petite silhouette. Voilà. J'avais dit, ok, Spielberg crée une icône en
en définissant les contours de son personnage face au soleil. Il en a besoin lui pour créer la marque Indiana Jones, qui était sa belle filmique. Et je me suis permis un petit, par contre, quel feignant, je pourrais peut-être un peu mettre la main à la pâte et prendre une pelle, et là, ça tout de suite, boum boum, quoi, machin, je m'aligne à la gauche, enfin bon, voilà. Donc effectivement, c'est plus des trucs comme ça. Donc moi, je n'ai pas tenu compte dans le sens où, enfin, par contre, je réponds, hein, évidemment, si quelqu'un me fait un commentaire, je réponds et on peut partir en discussion. Je ne refais pas la vidéo, par contre. Ça prend trop de temps à faire déjà une. Et le fait de répondre, du coup, t'es pris dans un engrenage après? Tout dépend. Alors moi, j'arrive. Mais Ça, je réponds jamais. Ça, je réponds pas. Non, je suis pas pris dans un engrenage. Enfin, tout dépend un peu du ton. C'est pas à l'infini. Non, c'est pas à l'infini. C'est-à-dire qu'en général, j'essaie de faire une réponse argumentée et courtoise. Tu vois deux choses. Soit ça part sur une discussion qui a un peu envie de creuser, et dans ce cas, tu peux continuer et tu arrives en général à avancer. Soit tu te refais tracher avec copier-coller et tu te dis, bon, bah là, j'arrête, tant pis. C'est un peu l'épouvantail quand même dans ce genre de... Ouais. Et puis sinon, effectivement, une fois j'ai dit une erreur, enfin pas vraiment une erreur, mais une imprécision sur un effet super connu en plus, Contact, le miroir inversé là, de Zemeckis là, et alors je maintiens que ma phrase n'est pas fausse, mais imprécise, et donc là je me suis fait retoquer sur le contenu à juste titre, et donc j'ai précisé à l'écrit quoi. Voilà. Et est-ce que du coup, pour maintenir ce public, vous avez besoin de forcément vous montrer? Est-ce que c'est des choses qui vous ont demandé? Parce qu'effectivement, on va revenir sur cette question de format. Vous avez donc signalé tous les trois que vous aviez des formats où on ne voyait pas vos visages. Est-ce que ça peut vous être reproché? Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'évolution de la critique, finalement, on va plutôt vers quelque chose où on montre plus des images et moins son visage? Ou finalement, est-ce que le public recherche encore ça? Moi, je pense que le public ne recherche pas forcément ça. Surtout si vous définissez une forme par rapport à ce que vous savez faire, par rapport à vos atouts. Moi je savais que je savais monter les images sur une voix. Donc voilà, je savais parce que j'avais expérimenté avant. Ma voix, notamment à Arte, a toujours posé problème. Mais moi j'avais confiance en ça et puis je trouve que c'est ce que je disais par rapport au cerveau et par rapport à la mémoire, je trouve ça intéressant. Je pense que si moi j'apparaissais, j'y arriverais en travaillant un petit peu, mais ça casserait quelque chose parce que ce serait plus de l'ordre du prof. Or, peut-être, moi je sais que les vidéoblogs sont montrés parfois à l'école ou à la fac, je ne suis pas sûr, mais en tous les cas en cours. Mais c'est pas incarné, parce que d'ailleurs, moi j'arrête pas de jouer là-dessus. Les gens pensent que le blog c'est une grande entité avec plein de gens qui y travaillent. Et en fait, bon, c'est pas le cas. Et je donne des cartes blanches à des gens comme Thierry Jousse, Pascal Vincent ici présent l'a fait 2 fois. Ils ont totalement carte blanche, totalement liberté pour faire à peu près ce qu'ils veulent à 98%. Et quand moi je fais quelque chose que je signe, je le fais à 100%, mais par contre je déguise tout ça. C'est-à-dire qu'en fait je fais croire, et c'est aussi par rapport à des commanditaires, par rapport à Arte. Parce que la seule chose qu'ils m'ont reproché au début, ils m'ont dit tu vas te fatiguer, ça ne marchera pas sur le long terme, il faut que tu ouvres l'émission à plein de gens. J'ai ouvert l'émission à des gens, mais pas à plein de gens. Et surtout j'ai fait croire qu'il y avait une sorte de rédaction. Cela nous a donné envie de... Bon, cela m'a donné envie de... Cela a donné envie à Pascal Vincent de faire quelque chose sur quelle bouche. Cela a donné envie à Thierry Jousse de parler de Jerzy Skolimowski. Et ça m'a donné, moi, parce que j'aime bien l'horrible, de faire un truc sur l'horrible. Donc c'est presque... Il faut le faire, parce que moi, on m'a toujours dit, dès le départ, Arte voulait un magazine, il ne voulait pas un blog. Et il y a une différence, c'est vrai. Et donc un magazine, ça implique beaucoup de points de vue. Donc il y a environ 7, 8, 9 façons de parler de cinéma dans le blog. Si vous comptez les génériques d'Alexandre Wieloszewski, les cartes blanches plutôt one-shot, les chroniques musicales de Thierry Jousse, les faces à l'histoire de Frédéric Bas, et ce que je fais. Mais surtout, moi je tiens à ce qu'à chaque fois que quelqu'un s'exprime dans le blog, c'est lui qui s'exprime. C'est pas une rédaction qui est en train de réfléchir à Skolimowski, ou une rédaction qui est en train de réfléchir à quelle bouche, ou une rédaction qui est en train de réfléchir au métro, au cinéma. Parce qu'on s'en sort pas sinon. Les sujets prendraient un temps pas possible, et la subjectivité n'y serait plus. Donc le plaisir, il est aussi dans la manière de faire, très sincère et très personnelle, et très subjective. C'était quoi la question de départ? C'est pas pour faire un effet. C'était par rapport au format, et savoir si finalement il fallait se montrer, si le public recherchait ça plutôt maintenant, ou finalement si les images suffisaient. Après, qu'en pensez-vous? Moi, personne qui aime mon travail m'a déjà dit j'aimerais qu'on te voie. En fait, les gens qui disent ça, c'est les gens à qui on dit ouais, mais j'ai une chaîne YouTube et ils disent ouais, alors tu te filmes, tu fais des trucs, et non, mais c'est juste ma. Ah, c'est vrai. En fait, le truc, c'est que les gens s'imaginent qu'il y a eu.
Cyprien est normal, donc il y a eu la démocratisation des gens qui font des vidéos dans leur chambre. Donc on s'est dit, ouais, allez-y les jeunes, foncez, filmez-vous. Et donc du coup, quand on se filme pas et qu'on fait juste... En fait, on se dit, ah ouais, on a juste eu l'argent pour s'acheter un micro, donc en fait, il fait des petites vidéos dans sa chambre. C'est pas comme s'il avait un pied de caméra, des projos, un micro, là, ça fait plus sérieux. Et moi, je dis non, c'est pas comme ça qu'il faut voir le truc, quoi, clairement pas. Donc j'essaye un peu de militer pour redorer le blason du... Si on me donnait un studio aujourd'hui avec une caméra pro, 50 projos et tout, je dirais, je sais pas comment faire. Là, j'ai plus envie. Alors qu'au début, c'était par un manque de moyens. J'habite toujours dans un 10 mètres carrés. Et j'ai pas du tout la place pour mettre une caméra et tout. J'en avais pas en plus. Et puis, je me suis dit pour commencer, parce que je savais pas du tout que l'essence de Marty, ça allait. Je savais même pas si j'allais aimer ça. Donc, du coup, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, on va commencer doucement, on va d'abord s'enregistrer. Et puis maintenant, voilà. Maintenant, je me suis attaché au truc. Et si on m'offrait un studio, je dis non mais gardez-le, moi j'ai mon micro, tout ce que je veux c'est être visible sur YouTube, c'est tout. Voilà. Donc... Ouais, moi je crois que on parle de deux choses différentes, c'est-à-dire je pense, enfin voilà, il m'est échappé, enfin il y a des émissions que je connais pas, ce qui est évidemment possible, mais je me tiens quand même pas mal au courant de ce qui se fait, et je crois que quand on voit la personne qui parle, c'est pas tellement du film qu'on veut parler, enfin je sais pas comment dire, d'ailleurs ce que je dis n'est pas du tout jugeant hein, sur ces personnes-là, mais je veux dire, je pense que les gens qui sont abonnés à du Randall ou à une Panda ou d'autres, enfin à une Panda on le voit, non? Oui. Ouais, donc je pense pas qu'ils viennent chercher du compte, enfin c'est mal dit, mais je pense pas que leur priorité soit de venir chercher une réflexion sur le film, je pense que leur priorité est de retrouver quelqu'un dont ils aiment les goûts, dont ils partagent un peu la culture, dont ils partagent un peu, voilà, même le style, hein. Je pense que l'âge et tout ça c'est pas anodin, là, je pense des gens qui font ça, et donc je pense que ça fédère une communauté plus sur la personnalité de celui qui parle et qui se filme que sur le contenu en fait de ce qu'il y a à dire. Effectivement, les trois parties pris qu'on a, même si c'est vraiment trois approches très différentes, toi c'est vraiment, on sent que c'est un rapport intime avec le film, enfin, c'est vraiment c'est vachement bien, d'ailleurs, il faut vraiment accepter de jouer le jeu, mais c'est super bien. Mais je pense que effectivement la voix, enfin en tout cas moi je vois pas d'émission, enfin on pourrait prendre peut-être une exception, ce serait Philippe Rouillet au Cercle, qui fait de l'analyse de séquence, donc quand il est filmé, évidemment il alterne entre les images et puis lui qui en parle, et c'est assez particulier parce que c'est enregistré dans les conditions du live, donc c'est presque du direct, et donc on retrouve un peu le plaisir de quelqu'un qui s'enflamme en direct, donc il y a vraiment quelque chose de très particulier. Mais à part cette pastille d'analyse de séquence dans le Cercle, j'ai pas mémoire en fait, c'est soit effectivement c'est des voix off, et dans ce cas ça décrypte un peu l'image ou son rapport au film ou à l'image, soit c'est plus des blogueurs qui effectivement d'ailleurs ont le ton du blogueur. C'est-à-dire quelque chose qui est plus sur leur opinion, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Enfin, d'ailleurs, ça va plus loin que ça, évidemment, mais c'est pas centré sur le même contenu pour moi. Je pense que quand on veut parler d'image, il n'y a pas d'autre moyen que de parler d'image. Enfin, si tu as quelqu'un d'autre, tu ne peux pas être concentré sur les images. Et puis Philippe Rouillet, ça s'y prête plus, qu'il n'a pas une voix très radiophonique, lui, ça se voit qu'il est noir. Je veux dire, enfin, Luc t'apprendais à dire, il a une gestuelle très vidéo. Oui. Oui, voilà. Contrairement à Luc qui a une voix très douce, presque onirique, je sais pas comment dire, mais enfin, c'est reposant, on a envie d'écouter. Ça fait dormir. Voilà, donc Philippe Rouillet, ouais, c'est quand on le voit, c'est marrant de le voir. L'expression, il est tellement enflammé, il est tellement dans son truc, c'est marrant de le voir aussi. Ou en conférence, moi j'aime bien les conférences de Philippe Rouillet, mais après bon... Oui, c'est vrai que c'est tout à fait possible évidemment de parler de manière extrêmement intéressante des profs. Oui. À Paris 3 ou à la fac, j'ai un souvenir de fac assez extraordinaire. C'est vrai, enfin, les Letra, les Michel Chion, etc. Jacques Aumont et compagnie. Oui, aussi. C'était c'est une façon d'ailleurs, je pense qu'un prof comme Jean-Louis Letra, que moi j'avais au début des années 90, qui malheureusement est décédé en 2000 et quelques, était un metteur en scène d'extrait. Un bon prof est un bon metteur en scène d'extrait. C'est quelqu'un qui pourrait déjà faire du blog. Parce qu'il ne faut pas montrer l'extrait trop tôt, il faut le montrer plusieurs fois, il faut faire des bons arrêts sur image, il faut mettre en scène sa parole. Donc c'est tout à fait possible de faire un truc très intéressant et très cinéphile en incarnant la chose. Moi, il se trouve que je trouve ça passionnant de se dire qu'il y a une sorte de fantôme derrière vous, ou pas derrière vous, qui plane et qui parle sur des images. Mais par contre, qu'est-ce que c'est difficile? C'est vrai que c'est difficile parce que, mine de rien, pour moi, l'épouvantail de ce genre de travail, c'est les bonus DVD, et le pire étant le commentaire sur le film qui défile. Que ce soit fait par un cinéaste qu'on adore, ou par un critique de cinéma, ce n'est plus possible parce que ça parle très rarement de ce qu'on voit.
Et le film qui défile est banalisé et devient un support de voix off. Et le film ne peut pas être un support. C'est comme si on entendait un podcast avec le film. Oui, c'est impossible. Il faut remonter les films. C'est pour ça que c'est parfois très difficile au niveau ayant droit et au niveau extrait. Il faut aussi que les cinéastes acceptent qu'on remonte leur film. Moi, je cesse de demander à ma monteuse ou au monteur de remonter le film. Ce plan-là nous extrait de ce que je suis en train de raconter. Malheureusement, il ne faut pas le mettre. Et si le raccord passe en enlevant ce plan qui est dans le film initial, il faut l'enlever. On n'est pas là pour respecter à 100% l'œuvre, on est là pour donner aux gens à 100% leur donner envie de le voir. Donc il faut qu'on remette en scène les films. C'est ce qui est le plus important quand on fait votre travail. C'est pas de respecter en disant John Carpenter n'aurait jamais accepté qu'on remonte à ce moment-là. Non, non, il faut donner envie aux gens de revoir les films de John Carpenter. Et mine de rien, moi j'aime pas, et j'aime peu aussi les bonus d'analyse de films, j'en ai fait beaucoup. Et quand je les revois, je ne peux plus les revoir. Où on n'est que dans le film, parce que les bonus DVD, il n'y avait pas les droits, donc on n'avait pas possibilité d'avoir accès à d'autres choses que le film lui-même. Et ben, vous faites des arrêts sur image, vous parlez pendant 30 secondes sur un arrêt sur image, après vous revenez. Enfin, on sent l'impossibilité, on sent le... Et le film est extrêmement banalisé. Moi, à part quelques commentaires audio de Friedkin, il m'est arrivé pour mes cinéastes préférés, et notamment John Carpenter d'ailleurs, pour être sidéré de voir à quel point ça banalisait le film et à quel point ça parlait de rien sur les films qui défilent. Donc moi c'est un peu l'épouvantail. Et de toute façon, et moi c'est vraiment une chose qui a changé dans mon métier, c'est ça qui est bien avec l'audiovisuel, et ça a changé pas avec Blood, mais avec Court-Circuit, et avec un réalisateur de télé qui s'appelle Philippe Truffaut, qui travaille d'ailleurs parfois avec moi sur Blood, qui fait Les Introuvables, c'est de se dire qu'il y avait une écriture par le montage. C'est une évidence, hein. Mais en même temps, quand vous découvrez l'audiovisuel et que vous avez face à vous des extraits de la Nouvelle Vague, vous faites un sujet sur les courts-métrages de la Nouvelle Vague, mine de rien, vous êtes un peu perdu au départ. Comment on met en scène ça? Comment on remet en scène ça? Comment je coupe mon texte pour que ce soit plus efficace? Et bien, une fois que vous décoincez, c'est génial. Parce que c'est l'écriture, et parce que ça permet d'économiser tant de voix off et tant d'écrits. Moi, j'ai fait un bouquin sur De Palma, et tous les bouquins que j'ai faits, et chaque fois que j'ai réécrit aujourd'hui, je peine à décrire pour celui qui va me lire la scène dont je parle. Et je j'use 10 lignes pour remettre en contexte et raconter, et j'arrive jamais à bien le faire et à bien écrire, pour que le lecteur me comprenne, de redire, de raconter l'image. Et avec le montage, et avec Blood ou Court-Circuit ou les documentaires, quand vous avez les moyens de le faire, ou quand vous ne payez pas les droits et que vous décidez, allez-y, on y va, et ben vous avez accès à tout ça, vous avez accès à toutes les images, vous pouvez remonter, et donc ça c'est génial. C'est vraiment une écriture audiovisuelle, ça existe. Je ne sais pas si c'est mon portable qui sonne. C'est vraiment important, et ça, moi, c'était la grande découverte. Donc je suis désolé, c'est mon portable qui sonne. Et donc ça, c'était vraiment une grande nouveauté pour moi. Et vraiment, ça a changé mon métier. Et je pense que, moi je ne fais pas d'analyse de film, je ne fais plus aucune analyse de film dans le... Mais je pense que... j'ai éteint. Touché pour éteindre. Et je pense que, pourtant, sans analyser les films, je pense qu'il y a quand même un peu d'analyse de film. Par le raccord, par tel film de Godard qui va se télescoper avec un autre film, ou avec deux films de Godard, ou avec un film de Godard et un film de Dolan, je ne sais quoi, enfin je dis n'importe quoi. Moi je ne cesse de faire des collisions dans le... Et je pense que toutes ces collisions, au bout d'un moment, elles amènent une analyse. Mais c'est pas moi qui l'ai fait. Moi j'ai juste l'intuition que ça c'est beau, que ça, avec une voix ou sans voix, c'est intéressant. De faire un montage sur le métro et de coller la scène de Shame avec Fassbender qui drague une fille et la scène dans Black Swan avec Natalie Portman qui est importunée par un lourdeau. Je trouve que dans le raccord entre les deux, ils ont fini par tourner ensemble d'ailleurs, j'ai fait en scène. Il y a quelque chose sur la musique de Shame, il y a quelque chose de beau. De finir sur Brando, un métro qui passe dans Derrière Tambour, sur la musique de Shame, avec un long fondu en noir, je trouve que c'est beau. C'est pas une analyse de film, hein, je ne sais pas ce que ça raconte. Mais ça raconte quelque chose de Massine et Fini, et ça raconte quelque chose de... Ces images sont tellement belles, tellement charismatiques, qu'on peut les réinventer. Elles peuvent revivre un tout petit peu différemment le temps d'un petit montage, un petit recut comme je les appelle. Ça dure 5 minutes, 6 minutes. Mais effectivement, Fassbender, à un moment donné, il regarde Natalie Portman sur la musique de Shame, et quoi qu'il arrive, c'est beau. Il faut travailler, il faut le monter, il faut enlever aussi, là il faut tricher aussi, il faut inverser les regards. Mais c'est beau et c'est pas l'analyse de film. Et moi je ne cesse de demander à des gens de venir me rejoindre. Récemment, Bertrand Mandico a fait quelque chose sur les crimes au cinéma.
Xavier Giannoli avait fait une très belle carte blanche autour de Scorsese, en prenant en voix off, etc. Un montage très coup de poing, vraiment réussi. Et l'idée que je disais à Giannoli, venez jouer un petit peu aux critiques de films, venez un petit peu nous rejoindre et faire un peu ce que nous on fait d'habitude. Et nous, critiques de cinéma, comme Frédéric Bas, comme moi, comme Thierry Jousse, je fais des films, hein, bien sûr, essayons de monter, essayons de faire du montage. Et faire du montage, c'est évidemment de faire déjà un peu de cinéma, en tous les cas, de s'exprimer de manière audiovisuelle. Donc c'est un peu inverser les rôles. Moi, je ne cesse de demander à des gens comme François Ozon, Christophe Honoré, alors ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas le temps, et puis ils n'ont pas envie de faire des petites choses. Pour Blog, ça les intéresse moyen. En même temps, ils réfléchissent un peu par leur point. Ça ne marche pas, mais je ne cesse de demander aux cinéastes de fiction de venir un petit peu jouer aux critiques de films, en tout cas de dire un peu quelles sont leurs émotions de cinéma. Et je ne cesse de demander, quand un critique vient me rejoindre, de ne pas trop faire de critique, justement. Pourquoi pas changer? Et surtout, Frédéric Bas est le dernier qui nous a rejoint il y a maintenant 2 ans par rapport à sa rubrique Face à l'histoire. Je lui ai dit, il n'y a pas de choix, tu dois faire le montage. Tu fais le montage. Tu es aidé par un monteur extrêmement talentueux, mais si tu ne fais pas le montage, ce ne sera pas intéressant. Ce sera un texte et le monteur ou la monteuse va galérer pour le faire coller à ça. À un moment donné, celui qui écrit doit monter dans sa tête. Moi, là, j'ai 3 montages dans ma tête. C'est un soulagement quand ça marche, mais je ne cesse d'avoir des pistes. Je suis en train de préparer un truc sur Tom Waits, je suis en train de préparer un hommage à Carpenter. Ce sont des labyrinthes de films, ce sont des labyrinthes de plans, c'est génial. À un moment donné, c'est un peu intimidant parce que vous ne savez pas si ça marche si bien que ça. Parce qu'à un moment donné, il faut être confronté quand même à la timeline, il faut être devant la timeline. C'est-à-dire que moi, je déroche, je note tout, je note les raccords, je note la musique qu'on ne pourra pas extraire parce qu'on n'a pas le choix. Quand vous avez une musique et un dialogue, vous êtes obligé de tout avoir le son, sinon il faut prendre la musique à l'extérieur pour remonter. Donc je ne cesse de prendre plein de notes comme ça et de faire des puzzles. Mais c'est génial, et quand ça marche, c'est génial. Après, moi, il y a encore des montages que je mets à la poubelle, parce que ça ne marchait pas, parce que c'était embêtant, ennuyeux, pour ne pas dire d'autres mots. Donc ça, je ne cesse aussi de le mettre à la poubelle. Et heureusement, aujourd'hui, je mets à la poubelle sans rentrer en montage. C'est-à-dire que je ne fais pas travailler quelqu'un pour rien, c'est-à-dire que je sais que ça ne marche pas. Parce que dans des rushs, quand je fais mon puzzle, il y a des moments où je me dis non, ça va être au forceps, ça ne va pas marcher. Là c'est de jour, là c'est de nuit, le raccord va être moche, etc. Chez Carpenter par exemple, j'ai plein de choses autour du feu, tristement d'actualité d'ailleurs. Et ben il y a un plan avec James Woods dans Vampire, scénaristiquement il irait très bien dans mon montage, sauf que tous les plans sont de nuit et James Woods est de jour. Et je ne pourrais pas l'étalonner pour faire croire qu'on est de nuit. Donc s'il est de jour alors que 4 scènes est de nuit et tous les autres sont de nuit, je ne vais pas. Donc ça c'est des choix, je sais que ça ne marche pas. J'avais fait des montages sur la voiture au cinéma, sans voix off. Steve McQueen passait le relais à un tel qui passait le relais à un tel. Il y avait une poursuite qui marchait bien, sauf qu'on passait de jour, nuit, à la pluie, pas de pluie, etc. Enfin, quand je le revois aujourd'hui ce montage, je ne l'aime pas du tout. Et je l'ai refait en faisant des familles. Voilà, s'il pleut à un moment donné, il va pleuvoir pendant 5 ou 6 plans, il faut faire passer du temps, il ne pleuve plus dans mon montage. Il peut pleuvoir dans Bullitt ou dans tel film, etc., mais pas une pluie au milieu de gens qui se poursuivent en bagnole en plein désert. Le duel avec un nous appartient, ça ne marche pas. J'aimerais revenir justement sur cette question de comment travailler. Alors, du coup, Luc, vous avez déjà répondu à cette partie en enchaînant sur la question précédente. Mais du coup, vous, Tom, François, comment est-ce que vous travaillez en fait, la critique justement par rapport à cette idée d'avoir une voix? Est-ce que c'est un personnage que vous créez derrière cette voix? Comment est-ce que vous mettez votre part de cinéphilie, votre part de vous? Et oui, et la question qui est complémentaire aussi, je la pose en même temps. Est-ce que vous soumettez parfois votre travail à des amis, à des personnes, voilà, parce que vous parliez de travailler avec un monteur, une monteuse. Donc, du coup, je me posais la question avant de les soumettre sur la toile, comme on dit. Alors, est-ce que c'est un personnage? Oui et non. Enfin, parce que je ne parle pas du tout dans la vie comme je parle dans les vidéos. Après, c'est moi. Après, ma façon de parler, elle est réfléchie par rapport au ton. Il y a des vidéos, je sais que je vais être plus calme, plus onirique, d'autres où je vais être vénère, d'autres où voilà, ça va changer un petit peu. Ma manière de travailler, c'est j'écoute des musiques et j'imagine ma voix par-dessus. Par exemple, quand il y a un son qui me plaît, si par exemple à un moment donné il va y avoir
tic boum pack, et puis là je me dis tiens, il faudrait que je finisse ma virgule là-dessus pour rebondir, et je pense déjà à quelle image je pourrais mettre dessus. Si par exemple la musique redémarre et qu'il y a une explosion et que je pense à... Voilà, j'ai pas encore le texte et je sais à peu près ce que je vais dire et je sais à quel moment je vais chuter ou je vais faire une conclusion ou un redémarrage ou une vanne et j'imagine la musique par-dessus. Donc en fait tout est réfléchi empiriquement et comme disait Luc, on ne sait pas si ça va marcher. Ça veut dire qu'il y a des idées qu'on a et puis une fois devant la timeline on fait non, ça marche pas du tout et en fait il y a d'autres trucs qu'on n'avait pas prévus qui marchent super bien. C'est très empirique, mais avec l'expérience, je sais de plus en plus qu'est-ce qui va marcher et qu'est-ce qui va pas marcher. Donc ça, c'est très agréable de savoir que quand j'ai une idée, en général, je sais à peu près où je peux aller, où est-ce que j'ai pied. Voilà. Après, c'est comme ça que je travaille. Après, si c'est un personnage, non, c'est pas vraiment un personnage. C'est plus des facettes de moi-même. Et comment je travaille? Est-ce que je soumets mon travail à des amis? Oui, tout à fait, mais... Encore une fois, c'est peut-être un peu égoïste, mais quand je suis sûr de moi, on peut me dire ce qu'on veut, je vais le faire, ne serait-ce que pour me casser la gueule. Hein. Mais, et puis même si tout le monde doit me jeter des pierres, je dis bah c'est moi, et puis si ça me arrange, tant pis. Mais il faut que je sois sûr de moi. Si je suis sûr de moi, oui. En général, si je le fais, c'est que je suis sûr de moi. Sinon, j'y vais pas. Voilà, je prends pas de risque. Moi, je pars. Comment dire, moi, c'est plutôt la voix qui a été un souci pour moi. Enfin, moi, je pars vraiment du texte. J'écris ce que je veux dire, comme si j'écrivais un article de cinéma plus court, pour vraiment déjà mettre sur papier et préciser ce que je veux dire, parce que j'en ai besoin pour être clair dans d'une part ma compréhension et dans mon explication, parce que des fois on intuite des choses, mais entre les expliquer et les coucher sur papier clairement et ce qu'on peut avoir comme ça comme impression, il y a des fois quand même du travail à faire. Et puis une fois que j'ai le texte écrit, je m'entraîne un peu à le lire pour voir combien de temps ça met, et surtout en fait, je fais en permanence des allers-retours entre les images et le texte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, qu'à mon avis, c'est impensable que celui qui écrit ou qui parle ne soit pas le monteur, enfin en tout cas un très proche collaborateur du monteur, parce que pour le coup, l'émission que j'ai faite, je l'ai faite entièrement tout seul, c'est-à-dire l'écriture et l'enregistrement et le montage et l'habillage, enfin j'ai vraiment tout fait moi-même. Et donc du coup c'est à la fois facile parce que je fais ce que je veux et c'est à la fois compliqué parce que je fais tout bien sûr, mais l'avantage c'est que je suis tout le temps en train de faire des allers-retours entre la voix et l'image, c'est-à-dire que j'ai une idée a priori du texte, donc je pars quand même du texte, ensuite je le dis une première fois pour l'avoir comme ça sans trop réfléchir à mes effets de voix ou quoi, je le dis pour avoir ne serait-ce que le temps en fait que ça dure, je cale dessus les images grossièrement, enfin je fais exactement ce que fait un monteur pour un long métrage ou un court métrage, c'est-à-dire que je pars d'un ours et puis au fur et à mesure je dégrossis quoi. C'est-à-dire que des fois je m'aperçois que telle phrase tombe à l'eau, des fois telle image c'est plutôt une image qui va appeler une phrase, des fois un truc que j'aurais formulé comme ça avant de revoir les images ou avant de les avoir sous les yeux, je vais le formuler de manière trop littéraire et puis je me dis mais non mais ça à l'oral c'est ridicule, c'est vraiment du langage littéraire, il faut donc que je le réécrive pour que ça sonne oral puisque le but c'est d'enregistrer à l'oral, donc il y a tout un travail comme ça qui façonne à la fois l'image et le texte. Et c'est vraiment, enfin je dirais vraiment un aller-retour perpétuel entre les deux jusqu'à trouver le bon timing. Et donc des fois ça nécessite de couper, de ne pas dire ce qu'on avait prévu, ou des fois tu as envie de laisser une image un peu plus longtemps parce que tu trouves que le plan est parlant. Donc soit tu choisis de laisser un silence que tu n'avais pas prévu, soit tu rajoutes une phrase, tu décryptes un petit truc, tu rajoutes une petite parenthèse à ton idée principale, et au passage je me signale que, c'est un choix à faire aussi, enfin voilà, plein de micro-choix pour adapter et essayer d'être le plus compact et le plus efficace possible. Encore une fois, moi c'était ce souci-là, et donc sur ma voix j'ai vraiment travaillé, enfin moi pour le coup pareil, quand on voit mes épisodes chronologiquement, enfin ce qui sera impossible à voir si vous allez les voir parce qu'ils n'ont pas été postés dans l'ordre chronologique, mais il y en a clairement où ma voix est moins bonne que dans ceux que j'ai fait à la suite, donc je peux dire que ma voix s'est améliorée, mais je l'ai améliorée que dans un sens, pour que j'ai pas du tout ce que vous avez, c'est-à-dire j'ai mis mon personnage, enfin c'est vraiment pas de moi-même qui parle, même si je parle d'un truc que j'aime, mais j'ai pas trop joué avec ma voix, j'ai juste cherché à la rendre claire, ce qui est déjà pour moi un boulot, enfin c'est-à-dire voilà, parce que donc j'ai surtout travaillé pour que déjà mon élocution soit claire, pour qu'il n'y ait aucun mot qui soit mâché, enfin voilà, et qu'on comprenne bien ce que je dis, tout simplement, mais à la fois dans l'écriture, pour que ce soit très pédagogique, et dans la diction. Et effectivement, au fur et à mesure, tu prends confiance là-dessus, et qu'au moins tu sais que tu arrives à dire ce que tu as envie de dire. Après, tu peux commencer à jouer un peu, et effectivement, laisser un petit peu d'ironie, éventuellement, teinter ta voix s'il y a une scène qui te fait marrer, ou quoi que ce soit, mais j'ai essayé de rester le plus sobre possible. Voilà. L'articulation, c'est un truc de ouf parce qu'il faut penser à tous les effets sonores et la musique qu'il y a derrière. Donc j'articule 2 fois plus
quand je m'enregistre que quand je parle dans la vie. Donc ouais, c'est très compliqué. Moi je suis capable de reprendre 20 fois une phrase, parce que la sonorité. Puis en plus il faut, dans un tout, parce que quand on enregistre longtemps, on dit ce petit passage est bien. Puis quand je l'entends avec le reste, ça fait toujours la même musique sur les fins de phrase. Donc alors ça c'est horrible, il faut tout recommencer. Enfin, c'est vraiment c'est un travail monumental de s'enregistrer. Un effet du théâtre ou pas, donc j'imagine ça. Et puis attends, des fois, par exemple, tu enregistres ton truc, dure mettons 4 minutes, tu fais ton truc en continu, tu l'enregistres une première fois 4 minutes, tu es content quasiment de tout sauf de 2 phrases que tu as un peu bafouillé. Tu te dis, bon, je vais peut-être m'en sortir en faisant que les 2 phrases, ça marche évidemment jamais. Enfin, c'est-à-dire que on pourrait dire, je ne vais enregistrer que la partie regarder, il enlève son chapeau, tu le dis 1000 fois de suite, juste regarder, il enlève son chapeau, et pourtant, quand tu le mets à la suite du reste, ça marche pas. Tout simplement parce que tu n'as pas la même intonation, tu n'es pas sur le même volume exactement, l'ambiance a un peu changé. Il y a une tondeuse qui s'est mise à pondre à 2 blocs de là et on entend le même c'est rien. Le souffle, quand tu as le casque sur les oreilles pour faire du mixage son, parce qu'on fait du mixage son quand on fait ça, quand tu as le casque sur les oreilles, évidemment tous les silences ne se valent pas et donc des fois tu sens même que la texture de ta pièce, non mais c'est bête, hein, mais le son d'ambiance de ce qu'il y a autour, alors quand tu n'es pas en studio, alors ça c'est pour ceux qui enregistrent chez eux, ça change. Donc tu te dis mince, en fait c'est pas possible, du coup ça fait vraiment cheap et du coup tu t'es reparti pour tout réenregistrer. Voilà. Moi perso, quand il y a un trou, je réenregistre jusqu'à ce que ça colle. Je vais pas tout réenregistrer, surtout si je suis content du reste. Mais encore une fois, quand tu parles de silence qui se valent pas, ça c'est totalement vrai. Mais avec tous les effets sonores perso et la musique que je mets, ça s'entend pas. Donc, mais du coup, voilà, c'est vraiment parce qu'il y a toujours beaucoup d'habillage sonore à côté. Mais moi perso, j'arrive à donner l'illusion. Il y a même des fois des phrases qu'on a l'impression que je le dis en une fois, en fait elles ont été coupées en 3. Parce que voilà, j'étais pas content de la fin, j'étais pas content du milieu, j'étais pas content. Pour la force de 3 mots, du coup, c'est de force. J'ai trouvé un truc il y a quelques années, c'est d'insister sur la dernière syllabe. C'est Lucchino Visconti. Et ça va pas pour l'italien, parce que l'italien. Oui, non, mais par contre, tant pis pour la prononciation italienne, Lucchino Visconti. Parce que ça claque. Et moi, j'ai une voix qui va bien avec ça. Et après, chacun trouve son truc. Hein. Ouais, mais moi, j'ai systématisé ça. J'ai systématisé ça. Et presque dans la vie aussi. Je voulais juste revenir sur un truc très important, je pense, dans ce travail audiovisuel. Et effectivement, il faut le dérush quand vous revoyez le film dont vous allez parler, que ce soit en voix off ou pas en voix off d'ailleurs. Et à un moment donné, c'est primordial de rêver avant de le revoir, d'avoir l'idée avant de le revoir, d'avoir presque la base avant de le revoir. Il faut rêver, si vous voulez changer les films et les réinventer pendant 5 minutes, il faut rêver avant, parce que sinon après vous êtes face au réel du film. Et le réel du film, et pourtant, paradoxalement, une fois que vous dérochez et que vous avez rêvé, si votre rêve ne fonctionne pas et que la tricherie ne va pas marcher, le truc ne va pas marcher, il ne faut surtout pas y aller et quand même essayer de faire entrer votre idée théorique. Et à un moment donné, le film est plus fort évidemment que vous, et les tricheries ne marcheront pas toujours. Moi je me rappelle que les montages que je déteste dans le blog, que j'ai fait, sont des montages où quand même je me suis dit l'idée théorique est tellement bien qu'on va quand même le poster, on va quand même le faire. Et j'en ai 3 qui sont des montages, je pense qu'ils sont disponibles, il faudrait aller les voir, je suis pas sûr. Un truc sur Black Swan et les chaussons rouges. Grosso modo, dans Black Swan, elle ne serait pas remplacée par son double ou par Milena Kunis, mais elle serait remplacée par le personnage des chaussons rouges. Et ça ne marchait pas parce que à chaque fois l'apparition du personnage des chaussons rouges, l'esthétique n'allait pas avec celle d'Aaron Aronofsky. Ça tombait comme un cheveu sur la soupe, et tomber comme un cheveu sur la soupe, c'est un grand défaut dans ce genre de montage. Il faut quand même toujours surprendre, mais aussi aplanir. Il faut que ça aille bien quand même. Il faut que ce soit différent. Il faut que vous disiez là, on a changé de film, vous le voyez bien, mais en même temps, il faut que ce soit adouci, la coupe. Donc c'est ce paradoxe toujours. Et j'avais fait un montage sur Clint Eastwood qui était théoriquement, mais j'en étais fou. Clint Eastwood, c'est connu, se fait frapper dans tous ses films, toujours à terre, il se relève. Dans Le Bon, la Beauté, le Truand, dans Dos du Redin, dans Andertière, etc. Et je partais du principe que, au milieu du montage, il croisait le regard de Meryl Streep, et là, par contre, il ne se relevait pas. Il tombait à terre, dans Grand Torino, et il ne se relevait pas, il était mort. Parce qu'on ne se relève pas du regard de Meryl Streep dans Sur la route de Madison. On pourrait en écrire, ça marcherait en texte. Et ça ne marchait pas du tout en montage, mais pas du tout. Parce que le regard de Meryl Streep était sous la pluie, en bagnole, etc. Elle tombait, mais comme un cheveu sur la soupe, c'était horrible. J'ai quand même insisté, et je n'aurais pas dû, j'ai quand même posté la vidéo, pas grand monde l'a vu heureusement, mais comme par hasard, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, j'avais fait même un truc sur Dead Zone et le retour du Jedi. Sachant que on avait demandé à Cronenberg, à un moment donné, Lucas avait demandé à Cronenberg, il avait demandé à Lynch aussi, pourquoi pas de réfléchir à la réalisation du retour du Jedi. Et donc je me suis dit, tiens, on va faire Christopher Walken, qui
qu'il y a des visions qui sont des visions de Dark Vador. C'était nul. Mais théoriquement, ça marche. Et pourtant, c'est... Donc vous devez à la fois rêver au film, tordre le film à votre réalité à vous, votre cinéphilie, etc. Et en même temps, prendre des bonnes notes, et à un moment donné, vous ne pourrez pas tordre jusqu'au bout. Donc il faut obéir au film, le respecter, pas le respecter, c'est sans cesse comme ça. Et c'est vrai que l'autre paradoxe, surtout pour des montages sans voix off, où vous décidez que la poursuite en voiture, ce sont des personnages qui vont se passer le relais, ou le métro, un va ouvrir la porte, un autre va s'asseoir, un autre va draguer un autre, etc. Puis ils vont sortir, puis ils vont se courir après. Ça, il faut quand même effectivement, à chaque fois, dire aux gens, moi je dis que ce sont des puzzles d'enfants, ce sont des puzzles de 80 pièces, 70, c'est assez grossier, c'est un puzzle qui est vraiment gros, ce sont des grosses pièces. Mais parce que c'est important de dire aux gens, nous venons de changer de film, même si vous ne reconnaissez pas Jean-Pierre Léaud dans Les Évolés, vous voyez bien que ce n'est pas la même esthétique. Donc chaque coupe, par exemple, moi quand je fais un recut, c'est très rare d'avoir deux plans du même film qui se suivent. À chaque fois qu'il y a une coupe, je promets à l'internaute qui regarde qu'on a changé de film. Ça l'aide à jouer, parce que mine de rien, c'est pas facile quand même. Hein. Vous n'êtes pas censé avoir vu tous les films que j'ai vus, et même vous n'êtes surtout pas censé, vu que ça va vite, reconnaître le film au moment où vous le voyez. Par contre, l'esthétique fait que ça change, et à chaque coup de montage, je dis aux gens, voilà, on est dans la 72e pièce, 73e pièce, et voilà. Et le but du jeu, évidemment, c'est de polir la coupe. Qu'elle se voit, mais qu'elle soit polie. La rendre agréable, et là, le son, tu travailles en musique, je travaille effectivement aussi en musique. C'est évident que la musique, c'est ce qui fait tout passer. Je suis en train de faire le montage sur Carpenter, et évidemment la musique d'Assaut, la musique de The Fog, la musique de Morricone, de The Thing, m'a complètement aidé à construire le truc. Je ne suis pas encore sûr que ça marche, mais en tous les cas, évidemment, The Fog passe le relais à The Thing, qui passe le relais à Assaut. Avec des musiques pareilles, c'est quand même, ça aide, évidemment ça aide. Par contre, moi je prends toujours des musiques qui appartiennent au film, ou qui ont un lien vraiment direct avec le film. Je promets que tout dans les recuts, que toutes les pièces viennent du puzzle donné à l'internaute par le titre. Si c'est le métro au cinéma, s'il y a la musique de Schenck, c'est pas pour rien. Si la musique du Dernier Tango à Paris, c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, ça y est dans mon montage, et je prends pas un film sur. Ça m'est arrivé quelques fois, mais tu vois, une chanson des Beatles qui passerait qui parle du métro. Non, a priori, je prends en me disant, et si je faisais un truc qu'avec ce que la thématique me donne. Mais tu parles de travailler en musique, ça me fait penser, moi contrairement, j'aime bien prendre des musiques qui n'ont rien à voir, justement, pour créer une espèce de scission, pour dire ouais putain c'est le film et j'aime bien m'y retrouver avec cette musique pour que ce soit justement dépaysant. Et j'avais fait un diptyque de vidéos qui s'appelle Les films que j'aime, où je faisais que du montage sans ma voix, et ça n'a pas marché du tout, c'est un énorme flop, et ça me fait penser, ouais, et les gens n'en parlent jamais, et quand je sors ça, les gens me disent ah oui, bon, voilà, parce que les gens ils retrouvent pas ça, ils aiment le montage en plus de ta voix. Et il y a un truc qui m'a fait penser à ça, c'est qu'il y a une série sur Blow Up où il n'y a pas de. En fait, c'est que c'est des vidéos atmosphériques. C'est ce que j'adore faire. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est effectivement, alors je suis d'accord que les gens, finalement, aiment bien être pris par la main, et je comprends tout à fait. Et la voix off, en général, c'est ce qui marche le mieux. On prend les top 5, et c'est quoi, c'est ce qui marche pas mal, parce que les gens sont pris par la main. Les gens sont habitués au medley aussi, parce que maintenant tu as beaucoup de bandes annonces de festivals qui sont un peu sur ce mode-là. C'est vrai que c'est pas ce qui marche le plus. Non, parce que les gens sont un peu surpris. Moi, c'est ce que j'avais vendu au départ de comme ça, que les recuts. Pas de voix off. La voix off est venue au bout de 1 mois, je crois, avec un top 5 sur David Bowie. Mais sinon, la voix off, pour moi, c'était une concession à ce que je faisais avant. J'ai changé d'avis, parce que finalement, la voix off, c'est bien, parce que effectivement, l'écriture est évidemment possible, l'écriture du texte par rapport à l'image. Et je m'y suis retrouvé, et je voyais bien aussi que ça prenait. Donc à un moment donné, quand vous me disiez est-ce que vous tenez compte au public, moi le nombre de vues, ça m'obsède. Qu'une vidéo que j'aime bien ne soit pas vue, c'est pas pour ça que je la ferai pas, c'est pas pour ça que. Évidemment, quand je fais un hommage à Max von Sydow, je sais que ça ne marchera pas. Donc je me débrouille pour avoir une vidéo qui marchera bien à ce moment-là en parallèle. C'est un peu ça la concession, c'est pas une grande concession. Ça ne m'empêchera pas de faire un truc sur un acteur peu connu, type Shader, qui est moins connu que Brando. Mais oui, je suis obsédé par l'idée que c'est pas normal. En tout cas, quand j'ai des vidéos vues en général par 20 000, 30 000, si tout va bien, personne. Si tout d'un coup j'ai une vidéo vue par 5 000, je me pose énormément de questions. Alors, on peut se dire que c'est le sujet, éventuellement, et c'est peut-être aussi la qualité de la vidéo qui est en cause. Mais c'est vrai qu'on, par contre, soyons honnêtes, on sait à peu près qu'on n'est quand même pas vu jusqu'au bout par les gens.
et que c'est le titre, le visuel, qui accroche ou pas. Ce qui fait que moi j'ai une vidéo qui a été vue par 5 millions de gens. C'était quoi Louise Buñuel? Je ne pense pas que c'était 5 millions de gens qui voulaient voir quelque chose sur Louise Buñuel. C'était parce que Deneuve était fouetté, c'était ça le visuel, Deneuve fouetté. Donc évidemment, il y a 2500 likes, 2600 dislikes, aucun commentaire sinon des commentaires reliant à des vidéos porno. Visiblement, j'ai été pris dans un truc qui m'a un peu échappé et je me suis senti les mains un peu sales. Mais ça veut dire quand même que, ouais, il faut bien admettre que si vous mettez une épaule nue, type Brigitte Bardot, etc., c'est des millions de vues, c'est dingue. Donc on est quand même, et ce ne sont pas des vraies vues d'ailleurs. Bon, je ne devrais pas dire que ce sont des vues, mais on est sur un média assez. On connaît ce média, ouais, il y a plein de défauts, énormément de défauts. Les haters sont des défauts. La proximité du porno et l'obsession du porno sur YouTube et sur le net est vraiment là, même sur blog. J'ai 4-5 vidéos qui ont été vues par des millions de gens. Ce n'est pas le chiffre blog. Le chiffre blog, c'est 30 000, 35 000, parfois un peu plus. Quand vous tombez sur une vidéo sur Dolan en musique ou sur David Lynch, là, on le sait, évidemment, c'est vu par beaucoup de gens, parfois 100 000, mais 100 000 sur un an, pas 1 million. J'ai fait un truc sur les valseuses au cinéma, Miu Miu est seins nus sur la vidéo, elle est entourée par Devers et Depardieu, c'est les seins presque nus de Miu Miu qui ont fait que ça a été vu par 1,5 million. Mais ce ne sont pas des vraies vues. Donc c'est vrai que, en tout cas, soyons honnêtes, nos vidéos sont vues, elles ne sont pas vues sur les 20 minutes, elles ne sont pas vues sur les 15 minutes, je pense malheureusement, enfin en général. C'est un visuel. Il faut dire tout de suite de quoi on va parler. Et moi je pense que par rapport à Face à l'histoire de Frédéric Bas, qui est une rubrique que j'aime beaucoup, ça faisait longtemps qu'on parlait de cette idée de faire quelque chose sur la grande histoire. Mais on ne savait pas, le premier ne savait pas très bien comment le faire, et moi je ne savais pas très bien comment l'aiguiller. Et il m'a dit, j'ai un titre, Face à l'histoire de Point de Fellini, Face à l'histoire de Point de Terence Malick. Je lui ai dit, génial, tu as un titre, on va commencer. C'est bête, hein, mais le fait de pouvoir résumer en un titre succinct et assez clair, ça l'a décoincé, ça m'a décoincé. Et c'est important parce que si vous n'avez pas un bon titre, vous n'arrivez pas à accrocher les gens. Et encore une fois, accrocher les gens, c'est un peu notre métier quand même. Mais c'est intéressant parce qu'à l'époque, autant on pouvait rebondir sur le titre et la notoriété qu'avaient par exemple les cahiers du cinéma. Et finalement, maintenant, on est obligé de se faire sa propre publicité, entre guillemets, bien sûr, sur les réseaux sociaux, parce que finalement, tout le monde peut faire de la critique aujourd'hui, avec justement le fait d'avoir une caméra dans sa chambre et de pouvoir se filmer et finalement donner son avis sur son film. Mais il faut, voilà, comment est-ce que vous arrivez à jouer là-dessus, à faire en sorte, vous parlez des miniatures qui aident, les titres qui aident, est-ce qu'il y a d'autres moyens finalement de faire en sorte qu'il y ait une visibilité au milieu de ce flux de gens qui vont voir de la critique, où ils ne vont pas forcément connaître le nom de l'émission, voilà, ça va plus être pareil en se disant j'achète la revue où il y a de la critique. Comment est-ce qu'on fait sur on sait tous qu'est-ce qui marche sur YouTube. Hein. Vous dites, vous lancez sur YouTube, enfin, quand moi je dis je travaille sur une vidéo, les gens qui ne s'intéressent pas vraiment à ce que je fais, c'est il fait court, parle de Star Wars, qui sort en ce moment, ça va faire des vues, machin. C'est pas ce qu'on fait, nous. Enfin, moi, c'est pas ce que je fais du tout. Donc, en fait, le compromis, j'en fais pas là-dessus. Ni sur la miniature, ni sur le sujet. À ce moment-là, je vais faire de l'événementiel, je sais pas comment dire. Non, je vais pas raccourcir mon propos. Après, je sais très bien quelle vidéo, là, je parle de la guerre des mondes, mais si je voulais faire des vues, je parlerais de Avengers, voilà, je parlerais d'Avengers, je parlerais du dernier Star Wars qui va sortir, oui, voilà. Mais après, on le sait. Donc, du coup, si on fait pas ça, on va pas. Moi, je fais aucun compromis sur les vignettes, je suis complètement psychorigide sur mes vignettes. Les vignettes, moi j'ai une commotion, elle ressemble à ça, je vais pas mettre un truc pour que les gens, pour attirer les gens, c'est hors de question. Parce qu'après, sinon, on fait comme tout le monde, on met des points d'interrogation en gros, on fait des photos dégueulasses jaune fluo avec une meuf à poil, c'est bon, on est youtubeur, quoi. Enfin, youtubeur. Je sais pas comment dire, mais enfin voilà. Oui, alors moi je te réjouis un tout petit peu quand même. Moi, je dois avouer que tu es obligé quand même, de t'aider de choses. Alors évidemment, la nudité de toute façon, c'est censuré par YouTube. Et heureusement, enfin, pourquoi pas. Ça m'est arrivé, mon fils de 6 ans est déjà tombé sur la scène de l'oreille coupée de Velvet à cause de moi. Parce que je regardais un truc sur YouTube sur Lynch que je faisais. Et pareil, il y avait l'oreille coupée. Donc évidemment, moi, mais par contre, il faut effectivement qu'on cède de choses. Et moi, je crois que c'est la clarté. Moi, je vise la clarté. C'est-à-dire,
tu essaies de résumer avec un titre. Mais c'est pas si facile que ça. Ça m'est arrivé d'avoir des vidéos peu vues sur des idées passionnantes. Les effets de transition au cinéma, c'est pas un bon titre. Entre le fond enchaîné, entre le fond noir, entre le split screen, etc. Comment tu passes d'un flashback d'une époque à une autre, etc. Noir et blanc, couleur. C'était des idées vachement intéressantes. Le titre ne fonctionne pas. Oui, le titre est super important quand j'ai ouvert mon titre est visuel. Oui, c'est vrai. Quand j'ai ouvert mon Tipeee, j'allais pas dire j'ai besoin de vous ou alors venez m'aider. J'ai laissé un truc où on se dit bon, on sait pas trop ce que c'est, on va cliquer parce que voilà. Je sais pas si toute la salle sait ce que c'est qu'un Tipeee. Juste. C'est une cagnotte. Non, peut-être expliquer rapidement. C'est un site de financement participatif. Je sais pas ce que c'est. C'est comme KissKissBankBank et compagnie. Voilà. Donc oui, effectivement, l'accroche, elle est importante. Ce que je parlais des concessions qui visent à ramener notre contenu à un truc plus conventionnel. Je vois pas l'intérêt en fait. Non, mais il faut pas aller trop loin. Je ne sais pas si on peut engager la discussion parce qu'il y a beaucoup d'idées. Très riche. Je regardais l'heure en même temps aussi. Je crois qu'il reste quelques questions, puis après je vais donner la parole à la salle.